Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'un principe important, souvent connu de pas mal de personnes, mais dont l'origine pourtant est assez méconnue. Et également, je vais vous expliquer en quoi ce principe doit vous éclairer, guider vos pas, guider vos actions et vous aider aussi à canaliser votre énergie. On est parti. Aujourd'hui, nous allons parler du principe de Pareto. C'est un principe qui est souvent connu. Les gens connaissent un petit peu aussi la loi de Pareto. J'imagine que c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu, mais les gens ne savent pas toujours d'où ça vient, pourquoi ça s'appelle la loi de Pareto et en quoi ça consiste exactement, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, Wilfried Pareto était un économiste italien qui est né en 1848. Il s'est mis à l'économie un peu sur le tard, après ses 40 ans. Il a commencé à s'intéresser à tous les sujets du libéralisme et autres. Il était assez contre les contraintes de l'État, donc plutôt quelqu'un d'assez libéral. Et il s'est amusé à aller analyser les données fiscales d'un certain nombre de pays, parmi lesquels l'Angleterre, la France, la Prusse, l'Italie et la Russie. Et il a fait un constat. Il a constaté qu'il y avait une espèce de courbe de répartition des revenus qui avait une tendance à se ressembler d'un pays à l'autre. Et il a élaboré ensuite un certain nombre de formules, mais surtout il s'est rendu compte que il y avait un principe, une espèce de répartition des richesses qui parfois correspondait à une espèce de 80-20. C'est-à-dire qu'il y avait très schématiquement 20% des richesses qui étaient détenues par 80% de la population, alors que les 80% des richesses, donc la majorité des richesses, est toujours détenue par une minorité. Alors je tiens tout de suite à préciser que il n'a pas nécessairement parlé d'une loi de 80-20, mais il y avait une forme de proportionnalité. Il a pondu une espèce de formule avec un coefficient qui variait d'un pays à un autre, mais pour montrer qu'il y avait souvent cette espèce de principe de répartition et de proportionnalité qu'on pouvait retrouver d'un pays à un autre. Donc cette distribution, elle a été appelée avec le temps la loi de Pareto. Et notamment ce terme a été un petit peu, on va dire, institué par un statisticien qui s'appelait Joseph Juran aux alentours de 1950 et qui lui a utilisé, on va dire, le terme de principe de Pareto pour décrire un phénomène, enfin tous les phénomènes dans lesquels 20% des actions engendrent 80% des résultats, et c'est ce qui va nous intéresser maintenant, et c'est aussi à ce moment-là qu'une erreur s'est glissée dans l'histoire. Avant de vous raconter donc justement cette erreur historique, on va parler de cette notion de répartition et cette espèce de loi de 80-20. Je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer, illustrer des situations dans lesquelles ça peut se retrouver. Et je vous invite d'ailleurs à me dire si vous validez ou non ce principe et dans quelle situation vous rencontrez ce principe dans votre quotidien. Déjà dans le domaine de la vente, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait de la vente, mais en général, 80% du chiffre d'affaires est réalisé par 20% des vendeurs. Et ça, j'ai pu le constater, parce que là, j'ai fait pas mal d'expériences de vente, des produits pas chers, des produits très chers, j'ai vendu des maisons, des trucs. Et ben, en général, c'est 20% des commerciaux qui réalisent 80% du CA, et ça se retrouve dans plein d'activités. Un autre sujet, c'est par exemple le service client. On peut constater que, en général, 80% des réclamations viennent de seulement 20% des clients. On a une toute petite minorité de clients qui va produire une grande majorité des réclamations. Et je ne sais pas si vous bossez avec en relation clientèle dans le service client, dites-moi ce que vous en pensez. Sur des sujets de maintenance, on peut constater qu'en général, 80% des sujets de maintenance un peu techniques viennent souvent de 20% des éléments. Donc c'est souvent une petite minorité d'éléments, soit dans une bagnole ou dans un téléphone, qui causent 80% des problèmes. Et dans mon domaine de la formation, par exemple, pour les marchands de biens, je peux vous garantir que je reçois, par exemple, 80% des questions que je reçois, qu'on me pose, vont toucher seulement 20% de ce qu'il est nécessaire de connaître en tant que marchand de biens, 20% des connaissances nécessaires, ce n'est pas toujours les plus importantes. Donc là-dessus, je vous invite à la plus grande prudence. Et en immobilier, on va souvent constater que 80% de notre chiffre d'affaires va dépendre de seulement 20% de nos actions. Et le reste du temps, en fait, alors c'est pas qu'on brasse de l'air, mais on va souvent aller produire des actions qui n'ont pas véritablement d'impact.
Et là, il faut vous demander quelles sont les actions que je mène au quotidien dans mon activité de marchand, d'investisseur, d'entrepreneur qui ont le plus gros impact. Et je vous le dis tout de suite, sur l'immobilier, l'action qui a le plus d'impact, c'est pas d'aller regarder des vidéos, c'est pas d'aller lire des bouquins. Moi, je serais ravi si vous achetez mon bouquin, si vous suivez mes formations, j'en serais très content. Mais c'est pas ça qui va vous faire gagner de l'argent. Si vous voulez gagner de l'argent, vous devez prospecter. Vous devez aller à la prospection, ça sera les 20% qui vont vous amener 80% du résultat. Aller sur le terrain, faire des visites, discuter avec les agents immobiliers, entretenir votre réseau, faire toutes ces choses-là, ça, ce sont les choses qui vont vous apporter 80% de votre chiffre. Le reste, ça va vous occuper 80% de votre temps et ça vous apportera que 20% de votre chiffre. Donc concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Et là, je vous invite à la réflexion et au partage. Est-ce que vous avez rencontré des situations dans votre vie perso, pro, entrepreneuriale, dans lesquelles ce principe de 80-20 s'est appliqué, c'est-à-dire où 20% de vos actions vont apporter 80% des résultats. Et on constate même des variantes qui sont parfois du 90-10 ou du 95-5. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a vraiment une toute petite minorité d'actions qui nous apporte une énorme majorité de résultats. Est-ce que vous avez constaté ça? Oui? Non? Marquez-le dans les commentaires. Maintenant, en quoi est-ce que ce principe doit vous guider? Il y a deux ressources maîtresses dont vous disposez et dont vous devez décider très sagement de l'allocation. Le temps et l'énergie dont vous disposez. Ça, ce sont deux ressources extrêmement importantes. Il y a l'argent qui est notre ressource, mais pour l'instant, je l'écarte puisque l'argent peut aller l'emprunter. Le temps, c'est très compliqué. On a tous 24 heures par jour et il faut dormir, se nourrir, etc. Et donc, à la fin de la journée, on a une quantité de temps qui est limitée. Et en fait, il faut décider très sagement de l'allocation de ces ressources si on veut pouvoir progresser, que ce soit personnellement ou professionnellement. Et il faut vraiment réaliser que notre réussite, elle dépend de la bonne allocation de ces ressources. Si vous mettez le temps, l'énergie, que vous les priorisez pour les activités qui vont avoir de gros impacts, alors vous allez avoir de gros résultats. Par contre, si vous vous laissez phagocyter par des sujets de merde ou par des trucs, je sais pas, des distractions ou autres, mais qui ne produisent strictement aucun effet, alors vous allez avoir des résultats de merde, c'est forcément ce que vous faites rentrer dans la machine, c'est ce qu'il en ressort. Si vous si vous consacrez du temps à des activités de merde, vous allez avoir des résultats de merde. Donc si vous mettez votre temps, votre énergie, votre attention et votre intention dans des actions qui ont de gros impacts, alors vous allez avoir de gros résultats. Il est donc important de vous demander dans l'activité que vous pratiquez, pro, perso, je sais pas, si vous apprenez à faire du tam-tam ou apprenez à faire de la cuisine ou des opérations de marchand de biens, on s'en fout. Quelles sont les actions que vous devez réaliser quotidiennement et qui vont vous permettre de connaître une progression véritablement importante? Et mettez le paquet là-dessus, priorisez-les. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image le bocal avec les grosses pierres, les petites pierres et puis le sable. Déjà vu cette image où en fait on se dit que les grosses pierres c'est les trucs qui sont prioritaires, les pierres les cailloux moyenne importance c'est le sable, c'est les trucs de merde. Si vous versez d'abord le sable dans votre bocal, vous avez plus de place pour les grosses pierres et les pierres moyennes. C'est foutu. Donc si vous remplissez d'abord votre journée avec les trucs de merde, les sollicitations, les visios à la con ou les appels que les gens vont solliciter sans arrêt, les gens vont vous solliciter énormément, vous êtes foutu. Vous devez prioriser les choses qui sont importantes pour vous. Donc d'abord mettre les grosses pierres dans votre bocal, ensuite mettre les pierres moyennes et à la fin vous verrez, vous pourrez encore rajouter du sable par-dessus, il y aura encore un peu de place dans les interstices pour les petits trucs de merde. Et je vous donne un exemple très concret au moment où je tourne cette vidéo. Dans mon emploi du temps, on me pose souvent la question comment j'organise mes journées, je priorise toujours le matin les choses les plus importantes et les choses qui nécessitent la plus grosse énergie pour moi. Et là par exemple je vais vous dire, il est 9h36 à l'heure où je tourne cette vidéo. Le matin, je ne prends strictement jamais d'appel, jamais de visio, sauf si vraiment c'est ultra important et vraiment un truc stratégique. Mais tous les gens qui me sollicitent et pour des visios et pour des appels et pour des machins, c'est toujours après 14h. Donc le matin, je sais que je me lève, en général 7h, 7h30, et je vais abattre les tâches ou qui me font le plus chier ou qui me nécessitent la plus grosse énergie. Donc là, par exemple, moi je sais que quand je fais des vidéos, je veux avoir une grosse énergie, je les mets le matin pour pouvoir en produire un contenu de qualité. J'arrive à midi, 1h en général, je suis complètement rincé. Et là, l'après-midi, je m'en fous si j'ai moins d'énergie. De toute façon, si c'est pour aller faire une visio avec quelqu'un qui essaie de me fourguer sa camelote, je m'en fous, c'est pas grave si j'ai une énergie un petit peu basse. Et de la même manière,
Si vous voulez faire des activités qui sont importantes pour vous, qui auront un impact pour vous, priorisez-les dans la journée, gravez-les dans l'agenda, c'est ferme, ça ne peut pas bouger, et comme ça vous serez sûr de les faire en premier. Maintenant, comment faire concrètement? Parce qu'on a tous des vies très occupées, on est sollicité par la famille, le travail, les trucs, le smartphone, les notifications dans tous les sens, c'est le foutoir. Et donc, comment faire pour se recentrer, se dire, attends, retrouver un cap? Il faut revenir aux fondamentaux. Toujours, quand vous vous perdez, il faut ressortir la carte, c'est-à-dire, ok, où est le nord? Première chose. Et qu'est-ce que va être votre nord? Votre nord, ça va être vos objectifs. Ça fait partie des choses dont je parle souvent, je les répète, mais je les répète jusqu'à ce que mort s'en suive. Vos objectifs, c'est votre boussole dans les jours de brouillard. Il faut faire un travail de détermination d'objectifs qui est régulier. Donc, faire des objectifs annuels, et en fonction des objectifs annuels, se découper par exemple des objectifs trimestriels. Ça fonctionne très bien. Revenez à vos objectifs trimestriels régulièrement. Moi, je vous le dis, en fond d'écran de mon ordinateur, j'ai mes objectifs trimestriels, et comme ça, les jours, je me dis, oula, attends, putain, j'ai 1 million de trucs à faire. Je regarde les objectifs, et je me dis, ok, tous les trucs qu'il y a à faire, entre guillemets, on les fout à la poubelle ou dans un tiroir, je ne les fais pas, je m'en tape, le monde ne va pas s'effondrer. Si vous n'allez pas faire la visio, si vous n'allez pas machin, on n'en a rien à foutre. Donc si vous dites par exemple, je sais que moi par exemple j'avais certains objectifs de création de contenu sur mon premier trimestre, je sais que j'avais des objectifs de prospection, je me suis dit ok, tout le reste, là je me suis retrouvé avec 50 mails, des trucs, des notifications dans tous les sens, je dis ok, tout le monde attendra, rien à foutre, en fait le monde va pas s'écrouler, les mails vous les traiterez dans 10 jours, dans 2 semaines, on s'en fout quoi, c'est pas grave, faites un passage sur vos mails, demandez-vous s'il y en a 1 ou 2 qui sont importants, le reste c'est probablement tout de la merde, et traitez ce qui est important, et surtout concentrez-vous sur les actions qui vont avoir un gros impact pour vous, en fonction des objectifs que vous vous serez fixés vous-même. Et vous devez sanctuariser ces plages de travail, et j'insiste sur ce terme. C'est un sanctuaire symbolique dans lequel personne n'a le droit de rentrer. Vous êtes le grand prêtre ou la grande prêtresse de votre sanctuaire, vous êtes en train d'officier, et il faut que vous accordiez la gravité nécessaire à la tâche que vous êtes en train de réaliser. C'est important. Si c'est important pour vous, si vous l'avez marqué dans vos objectifs, alors vous devez considérer ça avec importance et ne laissez rien parasiter cet univers, ne laissez rien pénétrer dans votre sanctuaire. Donc il n'y a pas de téléphone qui compte, vous êtes en mode avion, vous êtes en silencieux, j'en sais rien, pas en vibreur parce que ça va vous perturber. Ne laissez rien rentrer dans votre sanctuaire, concentrez-vous sur ces activités à impact. Et maintenant, je vous avais promis une conclusion ironique et une erreur de l'histoire. C'est là que le plus dur commence. On a appelé tout au long de cette vidéo, et même on l'appelle encore aujourd'hui, le principe de Pareto, ou la loi de Pareto, cette loi de 80-20. Et en réalité, Joseph Juran, celui dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui avait institutionnalisé un petit peu ce terme, a confessé en 1960 dans un livre qui s'appelait The Non-Pareto Principle, donc le principe de non-Pareto. Il a avoué s'être trompé, puisque au final, ce principe du 80-20, il avait été plutôt énoncé par des économistes qui étaient antérieure à Pareto, et ça nous montre que l'histoire, la version officielle de l'histoire, en tout cas, elle peut très largement être biaisée. Ça n'était pas une petite erreur. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, payez votre like, et je vous dis à la prochaine.